Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Je suis Éric Grenier avec mon ami Philippe G. Fournier. Philippe, c'est le premier épisode qu'on fait depuis la fin de juin. Et je sais que pour toi, l'été, et ça va finir avec le retour de Cégep. Donc, comment c'était ton été? C'était un bel été. Je veux dire, il y a eu un petit peu de travail, mais il y a aussi du repos. Ça a fait du bien. J'ai fait beaucoup de vélo. J'ai même joué un peu au golf. Je veux dire, Wow. j'ai frappé des balles plus que joué au golf, là. Je suis pas un golfeur. Mais je me suis beaucoup reposé et ça fait du bien. Et en effet, le 15 août, c'est le retour au travail pour les professeurs de cégep au Québec. Alors, nous Le sommes prêts 15 août, pour une session d'automne. c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le 15 août, exact, oui. La mi-août, la journée des chats. Wow. Donc, Donc aujourd'hui, sur le menu, Eric, mais bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'élection partielle d'Arthabasca, il faut en parler. Nous avons eu des sondages au cours de l'été, des sondages aussi sur la souveraineté, des sondages fédéraux. On va répondre à quelques questions de nos membres par rapport à la politique québécoise-canadienne. Alors, Eric, où aimerais-tu commencer ce matin? Mais évidemment, on va commencer avec les résultats de l'élection partielle en Arthabasca. On a fait un live stream ce soir-là et Oui, euh, c'était intéressant. oui. On s'attendait de voir que c'est un course assez serré entre les conservateurs et le Parti québécois, mais non. En finale, c'était une avance de 11 points pour Ouais. Alex Boissonnault et le Parti québécois. 46% pour le PQ, 35% pour les conservateurs, 9% pour les libéraux, 7% pour Hmm. la CAQ et 1,5% pour Québec solidaire. Maintenant qu'on a quelques jours de réflexion après les Ouais. résultats, c'est quoi tes réflexions, tes commentaires à propos de ces résultats-là? Je veux dire, on a des commentaires et des analyses à apporter pour chacun des partis, Mhm. mais c'est pas l'analyse de chacun des partis qui est intéressante nécessairement. Je veux dire, par exemple, pour le PLQ, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une performance respectable, mais pas très bonne du PLQ. Alors, je pense qu'on peut vraiment passer par-dessus. Euh, mais j'aimerais vraiment commencer par le Parti québécois. Évidemment, une victoire est une victoire et c'est une très bonne nouvelle pour le PQ. On l'a mentionné lors de la diffusion en direct. Première fois que le PQ gagne cette région-là depuis 1998. Euh, une partie est un vote de protestation et une partie est un vote vraiment pour paver la voie au retour du PQ au pouvoir l'an prochain. Mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que avec le Parti conservateur, généralement, et là je parle généralement, Eric, les sondages et projections ont tendance à sous-estimer les conservateurs. Pas énormément, mais un point ou deux par-ci, par-là. Et là, j'ai surestimé les conservateurs. Moi, je les avais plus vers 37, 38, 39%. Éric Duhem a eu 35%. Un bon score historiquement pour ce parti-là, mais quand même une sous-performance. C'est ce que je retiens. Euh, et toi, quelles sont tes premières impressions avec, pas tes premières impressions, mais avec du recul un peu, qu'est-ce que tu retiens de cette élection partielle? Euh, c'est le fait que le Parti québécois a eu un résultat comme ça, 46%, un gain de 36 points Ouais, par rapport à 2022. Ça, c'est impressionnant. Comme tu as dit, je suis d'accord que c'était un mix de un vote de protestation contre le gouvernement caquiste, un vote de protestation contre Éric Duhem, qui est ouais, un figure un peu polarisant au ouais. Québec, et aussi le même enthousiasme qu'on voit dans les sondages, qui donne le Parti québécois, au moins en juin, entre 30 et 31 et 33% d'appui. Euh, mais c'est quand même l'avance 11 points. Ouais. Tu as dit que c'est une sous-performance pour le Parti conservateur. 35%, c'est bon. C'est un bon score pour le Parti conservateur. Mais c'était un gain de seulement 10 points. Hmm. Et quand il y a un chef, quand c'est Ouais, apparemment un course à deux, ouais, ça soulève des questions comme est-ce qu'il y a un plafond pour le Parti conservateur hors la grande région de Québec qui va
qui va assurer qu'il ne va pas avoir des députés du Parti conservateur dans le reste du Québec. Et si les conservateurs ne sont pas capables de gagner un siège comme Arthabaska avec un chef sur le bulletin du vote, est-ce qu'ils sont capables de gagner dans un autre coin du Québec? Oui. Qui n'est pas dans la grande région de la capitale nationale. Exact. Je veux dire, c'est limité. Et comme tu dis, on m'a fait la réflexion. J'ai fait une mise à jour du modèle Québec 125 cette semaine, et j'ai les conservateurs autour de 8 sièges. Et plusieurs m'ont dit, ouais, mais ils sont même pas capables de gagner Arthabaska avec leur chef. Comment est-ce qu'ils gagneraient 8 sièges? Et je prends la critique, mais Arthabaska n'était pas dans le top 10 des circonscriptions potentielles pour les conservateurs. Je pense que c'était la 11e circonscription conservatrice. Alors, il y avait certainement un risque là-dedans pour Éric Duhem. Je pense qu'on en a plus appris sur le côté clivant d'Éric Duhem auprès des électeurs que sur la performance du Parti conservateur. D'habitude, un chef apporte un certain boni, et peut-être que ça s'est concrétisé, peut-être qu'il y a eu un boni. Mais ça donne aussi un boni à l'adversaire d'Éric Duhem. Parce que là, on a eu 2 élections, Chauveau en 2022 pour M. Duhem, et cette élection partielle-ci. Et le rival de M. Duhem bénéficie aussi d'un boni à l'urne, d'une prime à l'urne. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va choisir l'an prochain. Ça ne sera pas Arthabaska. Je ne peux pas croire qu'il va se réessayer dans Arthabaska. Non. Il va s'essayer dans une autre circonscription, mais laquelle, on ne le sait pas encore. On va supputer un peu là-dessus. Ça fait partie des questions de nos membres. Mais j'aimerais te poser une question, Éric. Parce que là, on a 3 élections partielles consécutives des victoires du Parti québécois. Dans notre dernier épisode, je pense qu'on avait oublié celle de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui. Le Parti québécois n'était pas compétitif là-dedans. C'était mon erreur. Oui, puis moi aussi, je l'avais oublié. Donc, Québec solidaire avait gagné ça. C'était la première de cette législature. Mais les 3 dernières, donc, on a Jean Talon à Québec. Le Parti québécois a eu plus que 40%. On a eu Terrebonne. Le Parti québécois a eu 53%. Et là, on a maintenant Arthabaska avec le Parti québécois qui a 46%. Éric, si tu oublies tous les sondages et que tu regardes ces 3 élections partielles, Jean Talon, plus que 40%, Terrebonne, 53%, Arthabaska, 46%, tu dirais, oh mon Dieu, le PQ doit être à 40% au niveau national, ou même 45%, pas à 32%. Alors, il y a une dissonance entre le résultat des élections partielles et ce qu'on voit dans les sondages nationaux. Un Parti québécois à 30-32% ne devrait pas obtenir de si bons résultats dans les circonscriptions qu'on a observées. Alors, et là, encore une fois, je ne suis pas en train de diminuer l'exploit du Parti québécois. Clairement, la machine est bien huilée, la machine fonctionne bien. Mais ça va être plus difficile de gagner, d'avoir 125 courses pendant une élection générale que de mettre l'emphase, de faire le focus, si tu peux, sur une circonscription pour le PQ. Là, le PQ nous a montré que sa machine locale fonctionne à merveille. J'ai bien hâte de voir les prochains sondages pour voir si ça a vibré, si ça a fait bouger l'échiquier. Parce que, comme on l'avait mentionné le soir, presque 60% de participation pour une élection partielle en plein été, c'est spectaculaire. Et j'ai vérifié, lors de l'élection générale, c'était une circonscription où le taux de participation était beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. C'était 74%. Donc, très bien. Mais il reste que pour une élection partielle, c'est énorme. Et donc, elle a été très médiatisée, elle a été suivie. Et il pourrait y avoir des conséquences au niveau national. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais même les résultats à Terrebonne, parce que là aussi, c'était un bond de 34 points pour le Parti québécois. Oui. Les sondages à l'époque étaient similaires des sondages qu'on voit maintenant, entre 30 et 35% pour le Parti québécois. Donc, c'est juste un bond de 20 points au niveau provincial par rapport à 2022. C'est possible qu'il va y avoir certainement des régions du Québec où le Parti québécois va avoir beaucoup plus d'appui que dans les autres. On n'a pas vu, par exemple, une élection partielle en Outaouais ou sur l'île de Montréal dans les dernières années, au moins. Donc, on n'a pas cette
cette guide pour voir si c'est le fait que le Parti québécois a plus d'appui dans les banlieues de Montréal et dans les coins plus francophones. Mais je pense que aussi, Jean Talon, il y avait un vote qui était très fort, un vote de protestation contre la CAQ. Ouais. Terrebonne. Ben aussi. Oui, aussi, mais pas? c'était aussi comme c'était un course à deux. À Terrebonne, il n'y avait pas vraiment un troisième parti, il n'y avait pas vraiment une troisième option. Et en Arthabasca, il y avait cet effet de polarisation contre le Parti conservateur. Donc, ces élections partielles, ils sont un guide qui nous disent que oui, le Parti québécois, les choses vont bien, mais aussi que il y avait des dynamiques assez spécifiques à ces trois comtés-là. Ouais. Et dans les prochaines élections en 2026, ça va être un contexte très différent. Parce qu'en Arthabasca, même si les libéraux avaient un candidat qui avait l'allure et était le seul des partis, bon, je ne veux pas dire ça parce qu'il y avait aussi la caquiste, mais elle avait plus de liens avec le comté que Éric Duhem ou Alex Boissonnault. Mais dans un contexte d'une élection générale, il va y avoir des débats. Pablo Rodriguez va être sur le plancher avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il va y avoir une discussion de la souveraineté contre le fédéralisme, tout ça. Et le contexte va être tellement différent que je crois pas que... Je veux pas faire une prédiction, mais je crois pas que le Parti québécois va gagner en Arthabasca avec un score assez impressionnant en 2026. Oh! OK. Moi, c'est... OK, vous l'avez entendu ici en premier, tout le monde. Je sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que le Parti conservateur va obtenir 35% dans Arthabasca en 2026? C'est une bonne question. On va revenir à ça parce que il y a encore un 7% à aller chercher dans Arthabasca, n'est-ce pas? On n'a pas encore mentionné la débandade de la CAQ. Mm-hmm. Et je veux dire, je dis pas ça nécessairement avec plaisir. J'ai un sourire dans ma face parce que je suis encore époustouflé de la performance de la CAQ. T'sais, là, ils ont perdu Terrebonne par 25 points. Ils ont perdu la région de Jean Talon en 2023, on s'en souvient. C'était une circonscription qui n'était pas naturellement caquiste, mais quand même, ils l'avaient gagnée. Et là, on parle de 3 défaites de suite de la CAQ aux mains du Parti québécois. Nous avions des sondages, 3 sondages au mois de juin, qui montraient la CAQ entre 15 et 18% au niveau national. Donc, si on compare ça avec l'élection, qui avait 41%, ça veut dire environ 60% du vote caquiste qui s'est volatilisé. La plupart de ces votes sont allés au Parti québécois. Il y a eu une petite migration vers le Parti libéral. Petite, j'insiste, pour l'instant. Et ma mise à jour, 0 siège pour la CAQ. Mm-hmm. Et c'est difficile d'argumenter. Présentement, là, François Legault et son équipe doivent absolument prier pour qu'il n'y ait aucune autre démission d'ici Noël. Parce que ça veut dire qu'il devra y avoir d'autres élections partielles. Et est-ce que tu peux imaginer de quoi aurait l'air une élection partielle dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ou même en Montérégie, si un député de la rive sud de Montréal, un député caquiste décide de partir, ça serait un autre coup de couteau. Genre, on dit en anglais mort par 1,000 cuts, 1000 coups de couteau. Qu'est-ce qui va rester de la CAQ s'ils obtiennent 7% du vote dans une des meilleures circonscriptions historiquement pour la CAQ? Je suis bouche bée. Il ne restera plus rien. Il n'y a plus de... Je veux dire, peut-être que je sous-estime la CAQ dans Granby. Granby était une circonscription adéquiste qui est devenue caquiste. Et M. Bonnardel, il a été ministre des Transports, ministre d'autres choses aujourd'hui. Peut-être que je le sous-estime dans ce comté-là, mais à part ça, je ne vois pas où la CAQ pourrait gagner avec de tels chiffres. Mais ces chiffres-là, ils ne se ressemblent pas tellement les sondages nationaux, parce que Arthabasca, dans le passé, c'était un comté qui était plus caquiste que le moyenne provinciale.
Et maintenant, on voit dans ce résultat ici, c'est un comté maintenant moins caquiste que, au moins par rapport au sondage qu'on voit maintenant. C'est impossible de croire que si la CAQ est vraiment entre 15 et 18%, que dans une élection générale, ils auront juste seulement 7% du vote dans un comté comme Arthabasca. C'est pour ça que je veux dire que je ne crois pas que dans une élection générale, même si les sondages ne changent pas dans les prochaines 12 mois, je pense qu'il va y avoir un peu de retour de normal, parce que ça ne va pas être une élection concentrée sur la question de la gouvernement. Il va y avoir pas la candidature de quelqu'un comme Éric Duhaime dans un comté comme ça. Ouais. Donc, je pourrais voir que dans un contexte où la CAQ est à 15 à 18% au niveau provincial, que dans un comté comme Arthabasca, il va être encore à 15 à 20%, parce que c'est un comté qui est plus naturellement caquiste que les autres. Et c'est pour ça que dans une élection dans le futur, je vois peut-être 40% pour le Parti québécois, par exemple. C'est juste pour dire que c'est une élection partielle qui a des dynamiques spécifiques à le contexte actuel. Et c'est toujours le cas avec les élections partielles. C'est vrai. Ça confirme que oui, les choses vont bien pour le Parti québécois, les choses vont mal pour la CAQ. Il y a un petit peu d'amélioration de la position du Parti libéral et que les conservateurs sont capables d'être dans la course quand c'est un comté qui est bon pour eux, qu'ils ont des candidats qui vont attirer un peu d'attention. Mais à part de ça, on ne peut pas dire que il va y avoir un gain de 36 points, 34 points, comme on a vu à Terrebonne, partout dans le Québec francophone en 2026. OK, oui, je suis d'accord, mais j'ai comme l'impression que ces chiffres-là, oui, c'est une dynamique locale, mais elle est tellement forte. J'ai comme l'impression que nos sondages nationaux de juin sont maintenant plus à jour. Je m'attends, et là on va voir, je ne fais pas nécessairement de prédiction, mais je m'attends à ce que lorsqu'on va avoir le premier sondage québécois de Léger, peut-être à la fin du mois, est-ce que tu serais surpris de voir la CAQ à 12%? Non. Je veux dire, rendu là, des fois, la dynamique, des fois, les gens se parlent pendant les vacances d'été et ils décident que c'est terminé. Et encore une fois, si la CAQ est à 15 à 18% au niveau national, elle ne devrait pas être à 7% d'Arthabasca. Elle devrait être quelque part autour de 20%. Mais là, ça me dit que peut-être qu'au niveau national, la CAQ a bel et bien baissé. Et de les voir perdre comme ça, et de voir M. Legault qui avait une réunion de caucus extraordinaire hier, évidemment, on n'était pas à l'intérieur. On aimerait avoir des micros à l'intérieur pour entendre ce qui se passe. On a eu une petite partie, on a vu M. Legault avec un micro parler à son caucus et ensuite, les médias se sont fait mettre dehors. Et ce qu'on a lu dans la presse, je pense que c'était Charles Le Cavalier et d'autres, qui racontent que le caucus est sorti unis derrière leur chef, on va travailler fort, on va s'unir, Puis ça ne passera pas un tel message comme ça. Je veux dire, c'est bien, je crois, dans la politique parlementaire, dans les caucus, d'avoir une certaine unité, mais ils ont l'air encore plus déconnectés. Après une telle défaite comme ça, d'avoir une réunion où on se parle dans le blanc des yeux, puis après ça, on sort d'un caucus, puis on est unis, je ne sais pas à quel point ça peut passer auprès de l'électorat. Mais bon, on verra bien les prochains sondages, mais encore une fois, je ne serais pas surpris de voir un 12, 13, 14% pour la CAQ dans les prochains sondages, parce que cette élection partielle-là va faire mal. Même si on n'a pas entendu beaucoup de critiques contre Justin Trudeau après Toronto-St. Paul's, il y avait au moins quelques députés qui étaient un peu inconfortables avec la situation. Donc, c'est surprenant de ne pas voir plus de désunité chez la CAQ en ce moment. Qu'est-ce que tu penses des réactions de partis depuis les résultats? On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon dire qu'il est reconnu que la souveraineté n'était pas l'enjeu le plus important en Arthabasca. On a vu de la CAQ, il y avait une vidéo que le premier ministre a mis sur Twitter, puis les autres, c'était la première fois que j'ai vu une vidéo comme ça, où ils ont eu une défaite si écrasante comme ça. Ouais. Il y avait un vidéo pour dire que
c'était comme une vidéo qui était même un peu comme positif, que les choses vont changer, on est à l'écoute et tout ça. Qu'est-ce que tu penses des jours qui a suivi ce résultat? Clairement, la vidéo de M. Legault avait été enregistrée avant l'élection partielle, on s'entend. Donc, je pense qu'il l'avait vu venir. Ça n'a pas été enregistré le soir même, ça. Mais oui, les choses vont changer. Je comprends que... de dire que je comprends que les Québécois sont déçus et on va faire mieux, c'est quelque chose... C'est bien de dire ça. Ça montre une certaine humilité. T'sais. C'est juste qu'à un certain point, ça ne fonctionne plus. Et encore une fois, si les taux d'appréciation de M. Legault lui-même, pas de la CAQ, mais ils demeurent les mêmes, si 70-73% des électeurs québécois ont une vision pauvre et de M. Legault, ça ne changera pas. Alors, je ne sais pas, je pense que l'élection partielle va être rapidement oublié, sauf pour les partis qui étaient impliqués. On va vite oublier que Québec solidaire a même pas fait 2%, c'est pitoyable. Que les libéraux, ils ont triplé leur vote. OK, vous avez même pas eu 10%. Alors, on va oublier ça rapidement. Mais pour le Parti québécois, ils vont être en chambre, ils vont être 6 cette fois-ci, grossissent leur équipe, et on va commencer peut-être bientôt à parler, est-ce qu'il va y avoir du recrutement, est-ce qu'il va y avoir des transfuges ou, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, des démissions. Nous avons des élections municipales qui s'en viennent partout au Québec. Est-ce que c'est possible que certains députés de la CAQ, présentement, surtout ceux qui ne sont pas au cabinet, se disent « Tiens, je pourrais peut-être me trouver un autre emploi et me présenter aux élections municipales. » Et si c'était le cas, ça veut dire des élections partielles à l'hiver. Et ça, mon Dieu, la CAQ, encore comme j'ai dit tantôt, doit prier que ça n'arrive pas. Ça va être un 12 mois, un 12 mois et quelques, un peu difficile pour François Legault et la CAQ. Hâte de voir ça. Est-ce qu'il faut miser? Est-ce que ça va être François Legault toujours? Est-ce que ça va être toujours l'équipe François Legault? L'équipe François Legault. En 2026? Je note, Eric, et pour ceux qui suivent nos balados en anglais, nous avions fait un repêchage à la fin de la dernière année, je pense que c'était en décembre, sur quels seront les premiers ministres fédéraux et provinciaux qui démissionneront. Et tu avais repêché François Legault au 2e tour, très haut dans le repêchage. Peut-être que tu vas avoir raison. On verra bien. Oui. Il y avait aussi un sondage CROP sur la souveraineté. Oui. Comme j'ai dit, Paul Saint-Plamondon n'a pas dit qu'en Arthabasca, c'était l'enjeu le plus important. Mais c'était un sondage un peu intéressant, particulier peut-être. Il y avait 2 questions. La question normale, oui ou non, sur l'indépendance du Québec, et une autre question sur la favorabilité de l'indépendance du Québec. Qu'est-ce que tu penses de ce sondage? Important de le dire en passant, parce que je l'ai utilisé moi-même à plusieurs reprises. Favorabilité n'est pas un mot en français. Mais on se comprend sur êtes-vous favorable ou défavorable? Donc, on mesure quoi? On mesure la favorabilité. Donc, ne nous écrivez pas pour dire que c'est pas un vrai mot. Ça devrait l'être. C'est intéressant quand on demande justement, on pose les 2 questions dans le même sondage avec le même échantillon. Est-ce que vous êtes favorable à la souveraineté? Très favorable, plutôt défavorable ou très défavorable? Peut-être que ça nous indique la solidité du vote souverainiste. Et bien sûr, les découpages par âge ont fait couler beaucoup d'encre et il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, particulier pour le chiffre des jeunes. Donc, si on regarde, avant d'embarquer là-dedans, les chiffres globaux de CROP. Et on tient à le dire, on n'a pas eu de rapport de sondage de CROP. Okay. CROP a coulé un tableau Excel avec les résultats détaillés de ces 2 questions-là. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable? Et est-ce que vous voteriez oui ou non dans un référendum? Et il n'y a eu rien d'autre. Donc, on n'a pas eu d'autres informations sur le reste du sondage. Les résultats globaux, pas d'indécis dans ce sondage-là. Ce que je crois qui est une erreur, mais bon, c'est un choix de CROP de faire ça. Mais on a 59% contre la souveraineté, 41% pour la souveraineté dans un référendum hypothétique. Lorsqu'on pose la question, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable? 56% défavorable, 44% favorable. Qu'est-ce que tu lis là-dedans, dans le même échantillon, même sondage, que 44% des électeurs qui sont favorables, mais seulement 41% qui voteraient oui
s'il y avait un référendum. Qu'est-ce que ça te dit, ça, Éric? Mais la question sur la favorabilité, c'est quoi la meilleure façon de dire ça en français? C'est pas favorabilité. Je veux dire, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. OK. Je m'excuse tout le monde. Mais Ouais. il y avait quoi? Il y avait très favorable, plutôt favorable, c'était ça? C'est ça. Et le très OK. favorable a eu 16%. Hmm. Alors, comment lire ça? Ça, c'est vraiment, là, quand vous êtes souverainiste, là, jusqu'à la moelle. Ouais, ouais, Souverainiste, pur et de dur. bord en bord, c'est 16%. Ensuite, 28% se disent plutôt favorables. Total, 44. De l'autre côté, on a 31% très défavorables et 25% plutôt défavorables. Total, 56. Donc, 56-44. C'est des différences entre forcer un oui ou un non et de dire est-ce que tu es favorable ou non, juste un peu, beaucoup. Parce qu'il y a probablement dans la portion qui disent qu'ils sont plutôt favorables, ils voteront non parce qu'ils pensent que peut-être c'est pas le temps ou ils pensent Ouais. pas que ça va passer parce que euh, c'est un contexte différent quand c'est clair qu'il y a une majorité qui veut la souveraineté. C'est beaucoup plus facile d'embarquer dans un projet comme ça. C'est plus difficile d'embarquer dans un projet qui est appuyé par une minorité. Mais oui, c'est de forcer un oui ou un non. Je pense que ça fait la différence. Ouais. Et il y a plusieurs façons de lire ça. Est-ce que c'était quoi, le 16 puis le 28% qui disent plutôt favorable? Le 28%, c'est des souverainistes mous. Est-ce que c'est possible d'aller attraper le 25 des fédéralistes mous? Ouais. C'est ça la stratégie pour les souverainistes, mais pour les fédéralistes, tu peux voir le 28 qui disent plutôt favorable et Ouais. tu peux voir que il y a probablement des Québécois dans ce groupe-là qui sont... c'est possible de les persuader d'aller au bord de la fédéralisme. Donc, oui, c'est intéressant qu'il y ait un peu de différence, mais c'est toujours le cas. Quand il y a deux questions qui sont différentes, il va y avoir toujours des réponses un peu différentes. Donc, OK, donc voici comment je le vois. Je suis d'accord, question différente, on utilise différents mots et donc on obtient quelques différences par-ci, par-là. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a un potentiel de croissance pour l'option souverainiste. Le potentiel est bel et bien là. Donc, si la souveraineté est à 41% dans ce sondage-ci, y compris les indécis, on doit le dire, et donc, il y a peut-être un potentiel de se rendre à 44-45 en ayant une bonne campagne. D'abord, une campagne électorale l'an prochain, et ensuite, un bon gouvernement pendant peut-être 2-3 ans, et ensuite un référendum, et une campagne référendaire aussi qui est positive et qui se passe bien. Donc, si tout se passe bien, on peut voir l'option du oui monter entre 45 et 50%. Mais moi, ce qui a sorti vraiment de ce sondage-ci, c'était encore une fois le vote des jeunes. Donc, c'est un échantillon de 206 répondants. Marge d'erreur de 7% si l'échantillon était probabiliste. 18% très favorable. 37% plutôt favorable. Les chiffres arrondis nous donnent un total de 56%. Ça, c'est intéressant. 56% favorable à la souveraineté chez les jeunes. C'est le seul groupe d'âge où il y a une plus grande proportion de favorables que de défavorables. Donc ça, c'est certainement intéressant. Mais le même échantillon, le même sondage, est-ce que vous voteriez oui ou non? Chez les jeunes, c'est 53% non, 47% oui. Et ça, j'avoue que c'est une grosse différence. Les deux autres tranches d'âge, il n'y a pas une grande différence entre les deux questions, mais chez les jeunes, il y en a. Donc 56% sont favorables, mais 47% voteraient oui dans un référendum. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles là-dedans pour le camp souverainiste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un potentiel de croissance, comme j'ai mentionné. La mauvaise nouvelle, c'est que globalement, oui, les chiffres se sont améliorés pour les souverainistes auprès des jeunes, mais ils ne se sont pas améliorés lorsqu'on regarde l'ensemble de l'échantillon. Ça tourne encore une fois, entre 35 et 40%. Et donc, ça veut dire que ça s'est empiré chez les électeurs plus âgés. Alors, s'il y a plus de jeunes qui se disent souverainistes aujourd'hui, leurs parents et leurs grands-parents seraient moins souverainistes. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors ouais. Et
encore une fois, prudence tout le monde. Je veux dire, c'est des chiffres d'été d'une firme qui n'a pas fait grand-chose publiquement depuis très longtemps. On prend la moyenne. On a eu, comme j'ai dit, 3 sondages qui ont posé la question référendaire au mois de juin. Les voici. Donc, il y avait léger 59% contre, 33% oui, 8 indécis. Palace Data, 56% contre, 32% oui, 12% indécis. Donc, essentiellement les mêmes chiffres. Et on a eu aussi la recherche Main Street, qui n'avait pas fait de sondage au Québec depuis longtemps. 59% non, 30% oui, 11% indécis. Alors, on fait une moyenne. La souveraineté n'a pas encore bougé. Bon, pas hors d'une marge d'erreur raisonnable. Et pour moi, j'ai toujours un peu de je suis sensible de faire des analyses avec des sous-échantillons comme ça, surtout quand c'est un échantillon des jeunes. C'est difficile de sonder des jeunes. Et on a vu dans le sondage de Palace, par exemple, il n'y avait pas une différence vraiment entre les jeunes et les plus âgés. Donc, c'est le résultat d'un sondage et comme tu as dit, c'est un échantillon de 200 personnes. C'est intéressant, mais il faut qu'on voit ça dans plusieurs sondages dans l'avenir. Donc, je ne sais pas si les tendances ont changé comme ça. Mais quand même, ça va être intéressant à suivre. Mais il ne faut pas capoter chaque fois. Il y a un résultat intéressant parmi un sous-échantillonnage. Ça fait partie du plaisir, mon cher, et surtout dans la prochaine année, vu que c'est une année électorale où le PQ est hautement compétitif, on va en parler. Et oui, on va capoter sur des sous-échantillons, mais nous, on va être là pour justement mettre les pendules à l'heure. Donc, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qu'on fait prochainement? Un petit mot sur les chiffres fédéraux. Je veux dire, on a couvert ça dans notre balado en anglais, mais ça vaut la peine de couvrir ça en français. Donc, un nouveau sondage, justement, léger au niveau fédéral. Au Canada, le Parti libéral a 10 points d'avance sur les conservateurs, selon Léger, 46-36. Donc 46, c'est à peine plus élevé que le résultat de l'élection. 36 pour les conservateurs, ils ont perdu quelques points. Le NPD est toujours à 7%. Et au Québec, 39 libéral, 31 Bloc québécois, ça c'est intéressant. Conservateur 21, donc pas vraiment de changement avec l'élection. Satisfaction du gouvernement Carney. Au Canada, 54% satisfait, 34% insatisfait, donc ça c'est plus 20 de différentiel. Et au Québec, 55% de satisfaits, essentiellement la moyenne canadienne, et 30% insatisfaits, un petit peu en dessous de la moyenne canadienne. Donc pour l'instant, on dirait que les électeurs québécois ont l'air satisfaits et ont l'air toujours d'appuyer les libéraux de Mark Carney. La lune de miel se poursuit. Éric, qu'est-ce que tu vois dans ces chiffres? Il faut attendre les prochains sondages de Léger au Québec, parce que 31% pour le Bloc québécois, c'est à peu près le même niveau d'appui qu'on a vu pour le Parti québécois en juin. Oui, et on a vu cette élection partielle avec un hausse dramatique pour le Parti québécois. Est-ce qu'on va vraiment voir un hausse aussi pour le PQ au niveau provincial? Je trouve intéressant que Mark Carney, qui n'est pas québécois, est plus populaire au Québec que dans le reste du pays. Peut-être pas le Canada Atlantique, mais il a des chiffres assez impressionnants au Québec. Et si je ne me trompe pas, les résultats en 2025, c'était la première fois dans des décennies, peut-être dans presque toute l'histoire, mais c'était la première fois qu'un non-québécois un chef, comme chef du parti, a gagné plus de sièges, ou la majorité, ou la pluralité des sièges, contre un chef qui était québécois. Et c'est le cas que c'est Mark Carney contre Yves-François Blanchet. C'est la première fois qu'on a vu ça. Il y avait toujours cette... je ne sais pas c'est quoi en français, mais en anglais, on dit favorite son. C'est les Québécois aiment ça voter pour un chef de parti qui est québécois, ou au moins a des liens avec le Québec. Et ça me soulève de question, est-ce que les tendances ont changé au Québec et que
Si dans quelques années, on est dans une campagne référendaire et c'est un premier ministre non québécois contre un premier ministre du Québec québécois, est-ce que c'est un problème? Dans le passé, c'était un problème. Est-ce que c'est un problème actuellement? Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de précédents, mais je veux dire, je me souviens très bien de la campagne référendaire en 1995. Le premier ministre, c'était qui? C'était Jean Chrétien. Il n'était pas un atout pour le camp du non. Il avait eu des résultats corrects au Québec. Bien sûr, il s'était fait défoncer par le Bloc en 1993, mais il y avait des taux d'appréciation corrects au Québec. Il n'avait pas été un atout, et même sa circonscription, je ne me rappelle pas du nom exact, mais c'est bien sûr Saint-Maurice-Shawinigan, dans ce coin-ci, avait majoritairement voté oui. La vedette, c'était Jean Charest, le chef de l'opposition, pas le chef de l'opposition, le chef de la troisième opposition à Ottawa. En fait, troisième opposition, oui. Non, c'était le quatrième. Ils étaient derrière l'NPD à l'époque. Oh mon Dieu, c'est vrai. C'était le Bloc, Reform, l'NPD et les conservateurs. et les miettes du PC. OK. Oui, ça va être intéressant de voir qui va prendre. Là, on embarque bien sûr, on suppute là, sur le futur, mais si le PQ gagne l'élection, s'ils engagent dans une campagne référendaire, ça va être qui le vrai chef du camp du non? Officiellement, c'est le chef de l'opposition, et donc ça serait Pablo Rodriguez dans les chiffres que nous avons présentement. Mais je veux dire, Daniel Johnson n'était pas un atout pour le camp du non plus. L'équipe du non en général faisait dur en 1995. Et donc, je pense que ça a joué à varier quelques points. Mais c'est une bonne question. Et je veux dire, on ne répondra certainement pas à ça aujourd'hui, mais on se dirige, on semble se diriger vers ça pour l'instant. Je viens juste de sortir des chiffres. Je l'ai mentionné, une petite parenthèse pour refaire un retour sur Arthabasca. La dernière fois que le Parti québécois avait gagné Arthabasca, bon, la circonscription n'était pas tout à fait pareille, mais ça prenait quand même Victoriaville et Plessisville. C'était en 1998, on l'a mentionné, Jacques Barry. Il avait obtenu 54% des voix. Et donc ça, c'était 10 points de plus ou 11 points de plus que Lucien Bouchard au niveau national. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, si on est il y avait seulement 3 candidats dans l'élection. C'était PQ, libéral et ADQ, rien d'autre. On va retenir ce chiffre-là, Éric, parce que si on retourne à vraiment une élection à bipartite, ou presque bipartite, peut-être qu'on pourrait avoir des tendances comme ça. Mais bon, on va y revenir plus tard. Mais je pense que tu as raison pour le fédéral, mais il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Mark Carney, lune de miel, les Québécois sont satisfaits pour l'instant. Il n'a pas encore été très testé. Les vrais tests vont venir à l'automne et au printemps. Et donc, nous allons maintenant passer au courrier de nos membres, répondre à questions aux ceux qui sont membres de notre balado. Bien sûr, si vous n'êtes pas membre, on vous invite à devenir membre du balado, www.leschiffres.ca. Et aux non-membres du balado, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on va se parler très bientôt lors des prochains sondages québécois. Et si vous êtes membre, restez à l'écoute, on passe au courrier.